problèmes auxquels sont confrontés les jeunes aujourd'hui est le chômage. Après des années des études et de formation, la plupart d'eux se trouvent oisifs sans mettre en pratique ce qu'ils ont appris pendant une longue année. Mais hélas, plusieurs chefs d'État essaient de mettre des politiques en place pour pouvoir soulager ces jeunes. Aujourd'hui, notre émission Parlons Emploi numéro 22 reçoit deux cadres. Il s'agit de M. Boton Vitali, bonsoir. Bonsoir. Et du Dr Aïsoué Koyon-Sourou, bonsoir. Bonsoir. Avec nos deux autres, nous allons échanger autour du thème la résolution du chômage, une priorité pour les gouvernants africains. Bonsoir une fois encore, chers invités. Bonsoir. Bonsoir. À tout seigneur, tout honneur, Monsieur Boton Vitali, présentez-vous plus amplement à nos chers téléspectateurs. Je suis Vitali Boton, journaliste béninois, en séjour en Côte d'Ivoire. D'accord, c'est tout. Dr Aïsoué Koyon, allez-y. Bon, ici à Côte d'Ivoire, on ne me présente plus. Docteur Aïssou est spécialiste des structures financières décentralisées, enseignant à l'université et directeur général de la FIDESA. C'est ça. Je rappelle juste que la CID, c'est la Compagnie internationale pour le développement de l'emploi. Donc nous avons le directeur général qui est à ma droite et M. Vitali Boton qui est un grand journaliste béninois qui est en séjour en Côte d'Ivoire. Lui, il est à ma gauche. Alors je vais demander à mes invités que pouvons-nous entendre par chômage, M. Boton Vitali. Chômage, bon, c'est vrai que c'est un mot qui revient aujourd'hui sur toutes les lèvres quand bien même on n'a pas étudié, quand bien même on n'a pas, je dirais, fait le minimum d'efforts. De toute façon, on se dit chômeur. Chômage, à mon entendement, c'est l'ignorance, c'est le fait je veux dire, l'expression de la paresse. Excusez-moi d'être aussi direct, mais à mon entendement, il n'y a pas de raison que l'on se proclame chômeur. C'est ça. Docteur Aïsoué. Oui, merci. D'abord, comme l'a dit M. Boton tout à l'heure, le chômage c'est l'ignorance. Vraiment, il a trouvé la vraie définition du mot chômage. J'ai une émission que j'anime sur votre chaîne de télévision, votre antenne, les dégamages. J'en ai parlé plusieurs fois. C'est ça. Déjà, parce que d'abord, le chômeur, c'est celui qui a travaillé une fois et qui parle des faits, peut-être venant de lui-même ou venant de son employeur, s'est retrouvé à la maison. C'est lui le chômeur. Et en Afrique, et même le gouvernement aussi, ils font l'erreur. On parle du chômage, on confond et le chômeur et le sans-emploi. Le sans-emploi, c'est celui qui n'a jamais travaillé. C'est un sans-emploi. Le chômeur, c'est celui qui a travaillé une fois, mais qui s'est retrouvé, qui a fait un accident de travail. Et moi, j'appelle ça un accident de travail, qui a eu un accident et qui s'est retrouvé à la maison. C'est ce que peut dire du chômage. Mais il faut qu'on rappelle ceci. Le chômage n'existe pas en Afrique. J'ai fait des publications, j'ai écrit des livres sur ça, et ça n'a jamais existé encore en Afrique. Et ça ne peut qu'exister peut-être après 100 ans. C'est-à-dire, nous pouvons parler encore du chômage, nous sommes en 2017, et en 2117, on peut commencer à parler du chômage si et seulement si la jeunesse africaine prend conscience de l'inexistence de ce mot. Le mot a été juste créé par le colon afin de nous abrutir, pour que nous soyons tranquilles, afin qu'ils viennent construire tout, et pour que nous demeurions toujours les esclaves. Au fait, c'est une continuité de l'esclavage qui a fait qu'on nous a inculqué le mot chômage. Sinon, cela n'est pas adapté à notre continent, l'Afrique, ça n'existe pas. D'accord. Donc, normalement, en Afrique, on ne doit pas parler de chômage. On peut parler de chômage seulement en 2117. Alors, quelle est votre appréciation par rapport à cette logique du docteur Aïsoué? Non, je crois que le docteur Aïsoué n'a pas complètement tort. Je l'ai dit tout à l'heure, se dit chômeur, il fait bien de le souligner. Chez nous, les gens font souvent l'amalgame, c'est-à-dire on confond le diplômé sans emploi au chômeur.
Alors que le diplôme sans emploi, c'est le gars qui est sorti de l'université, qui n'a pas d'emploi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui n'ont fait aucune formation. D'accord, qui sont chez eux, au lit, je le dis comme ça, mais qui se disent chômeurs, je n'ai pas trouvé à travailler, je n'ai pas trouvé de l'emploi, et ils se proclament chômeurs. Ça n'a pas de sens à mon entendement. Et je dis, même quand on a fait un accident de travail, moi j'ai pris l'habitude de le dire, je n'ai jamais chômé. D'abord j'ai commencé par travailler, quand à un moment donné, moi je n'étais pas prêt pour travailler. J'étais là et le travail est venu me chercher. Je vous explique. Et je suis sorti de l'université avec une licence en journalisme. Il fallait aller faire un stage académique, pas un stage professionnel. Pour pouvoir soutenir. Voilà. Donc c'est déjà au cours de mon stage académique que j'ai eu mon offre d'emploi. C'est-à-dire c'est à la fin de mon stage que mon maître de stage a dit, écoutez, M. Boton, si vous soutenez, qu'est-ce que vous allez faire? Je me dis non, mais je dois continuer, je dois faire un master, je dois quoi faire. Il dit mais non, vraiment, nous on aimerait que vous continuez avec nous. Je dis bon, ça c'est à revoir. Et le jour de ma soutenance, toute l'équipe de la structure où j'ai fait mon stage, le journal à Guinancourt, si vous le connaissez, c'est à Porte-Nouveau, toute l'équipe était à ma soutenance. Et au sorti, je veux dire que la publication à qui je rends hommage au passage, Maureen a beaucoup, il s'appelle, au sorti de ma soutenance, elle me bat pour dire, Boton, il faut que nous nous voyions en début de semaine pour échanger. Vraiment, vous avez une soutenance assez brillante, merci. Et c'est comme ça que c'est parti. C'est parti, d'accord? Je n'ai pas pu résister à l'offre et j'ai commencé. Je dis, depuis ce temps, à ce jour, il y a des années, je ne sais pas si le chômage existe. Dans ma tête, cela n'existe pas. Dans mon entendement, cela n'existe pas. Il n'y a pas de raison. Même quand il n'a pas reçu une formation adéquate, qui se disent chômeurs, je dis, en Afrique, ce n'est pas normal. Il y a plein de domaines dans lesquels vous pouvez faire valoir vos compétences, d'accord, que même si elles ne sont pas intellectuelles, tout homme a un génie. D'accord? Tout homme a un degré de créativité, un degré d'ingéniosité qui lui permet de faire quelque chose. Donc, il n'est pas normal qu'un jeune en Afrique, j'insiste pour dire en Afrique, parce que la réalité à l'Occident ce n'est pas la même chose. Mais chez nous ici, ce n'est pas normal qu'un jeune Africain se dise chômeur. Moi, je dis que c'est de la paresse, c'est de l'ignorance. D'accord. Alors, se proclamer chômeur, c'est une pure ignorance. C'est ce que M. Boton vient de dire tout à l'heure. Et nous allons demander au docteur Issou, est-ce que c'est par rapport à la formation reçue par les jeunes qu'ils se disent chômeurs? Est-ce que juste à la fin de cette formation, de la formation qu'ils ont reçue à l'université, après les études, ils ne trouvent pas à faire? Est-ce que c'est à cause de ça qu'ils disent je suis chômeur? Est-ce que c'est les véritables raisons? Vous savez, tout à l'heure, M. Boton vient de dire quelque chose de très important. Il dit, Maureen Laboko, que je connais très bien, que je salue vraiment aussi au passage, il dit, vous avez fait une brillante soutenance. Ça veut dire quoi? Vitali Boton s'est consacré à un moment donné à sa formation. Il n'était pas éparpillé pendant sa formation. Du coup, on a juste identifié de bons talents en lui proposant une offre. Nous avons un problème aujourd'hui dans les écoles, dans les universités. Les jeunes d'aujourd'hui pensent qu'en trichant, ils sont en train de tromper quelqu'un. Si Vitali Boton avait triché pendant son parcours, ce n'est pas celui qui serait là aujourd'hui. Je veux juste utiliser l'exemple qui est palpable devant moi. Vitali Boton, c'est un jeune frère que j'ai vu. J'ai vu venir. Et je savais qu'il allait réussir. Moi, je savais, en le voyant venir, en voyant comment le jeune était dévoué à ses études depuis le primaire, je l'ai connu, au secondaire, voilà. Mais je vous donne un simple exemple. J'étais allé à la surveillance du bac. Et
ça, on m'avait sollicité de façon personnelle, le cher enseignant. Et en classe, le petit est venu. C'est un Libanais. Il dit, monsieur, c'était les épreuves de mathématiques. Moi, j'ai 200 000. Il faut m'aider. Quel avenir ce petit a? Nous avons des problèmes. D'abord, la tricherie dans tout ce que nous faisons, la tricherie quotidienne, ne nous permet pas d'avoir le niveau de Vitali Botton. À un moment donné, quand je vois Vitali Botton écrit, même depuis qu'il était en terminale, je savais qu'il est devenu journaliste, un communicateur. Vitali Botton n'a pas commencé aujourd'hui. C'est des choses innées en soi. C'est parce qu'il s'est consacré à sa formation. Mais nous avons un problème en Afrique. En Afrique, nous formons des ingénieurs pour réparer les voitures, pour devenir des mécaniciens. Et nous, des ingénieurs pour concevoir. L'ingénieur doit concevoir. Est-ce que le colon diminue, dilue, il change, modifie le programme, adapté? Parce qu'ils ont compris qu'à un moment donné, nous sommes très intelligents et nous pouvons construire notre continent si on nous laisse évoluer comme ça. Écoutez, l'élève qui fait aujourd'hui la 3e ne peut se comparer à l'élève qui a fait le CPE en 1990. C'est pas possible. 80-90, c'est pas possible. Parce que le niveau scolaire, le niveau d'études, le niveau d'apprentissage a carrément baissé. Il y a un décalage. Et je ne sais pas, qu'on ne peut pas comprendre. Le nouveau programme, moi je dis, c'est la plus grave erreur que nous gouvernants ont fait. Aujourd'hui, quelqu'un qui a le niveau de Vitali Botton ne peut se comparer à Vitali Botton aujourd'hui. Le jeune d'aujourd'hui, qui plus est même diplôme comme Vitali Botton, ne peut pas écrire comme Vitali Botton, c'est possible. Il y a un problème. Un problème d'abord sur le système éducatif africain. Le système éducatif africain doit être repensé par nos gouvernants. Mais ils ont peur, parce que peut-être des milliards que l'UNICEF vient déverser dans ces pays, ils ont peur de parler, parce qu'ils vont perdre ces milliards. Mais je dis, nous sommes en train de vendre notre continent, l'Afrique. Nous sommes en train de détruire notre continent, l'Afrique. Et cela a des impacts négatifs sur l'employabilité des jeunes. Et nous crions que nous avons le chômage. Le chômage n'existe pas en Afrique. Parce que tout est à penser ou à repenser en Afrique. Rien n'est encore fait en Afrique. Rien n'est encore construit en Afrique. Mais ça m'écoeure de voir nos jeunes aujourd'hui terminés ne peuvent même pas servir une entreprise parce qu'ils ne connaissent même pas leur rôle, leur devoir dans l'entreprise. Ils ne savent même pas qu'ils sont là pour participer à la construction de l'entreprise avec l'entreprise. Pour eux, ils vont juste pour de l'argent. Même un bébé aujourd'hui, quand tu lui commandes quelque chose à acheter pour toi et tu ne donnes pas quelque chose de retour, demain tu l'appelles, il ne va plus de partie. Mais en autre temps, moi je me rappelle, j'appelais Vitali, va prendre quelque chose là-bas là. Rapidement il allait. Alors, docteur, nous allons y revenir, oui. Nous allons revenir par rapport à votre développement. Tout à l'heure, le docteur a souligné le problème de la tricherie en milieu scolaire, du fait que même les diplômes sont achetés. La faute, où elle se situe? Est-ce que c'est au niveau des jeunes, ou des professeurs, ou encore des gouvernants? Non, je crois que la responsabilité elle est partagée. Elle est partagée à tous les niveaux, depuis la maison. Je veux dire d'abord des parents d'élèves. Comment est-ce que vous avez éduqué votre enfant? Quelle éducation vous lui avez donnée? Dans quelles conditions, dans quelles circonstances vous avez éduqué votre enfant? Tout part de là. L'éducation que vous avez reçue chez vous, c'est ça qui détermine votre comportement quand vous sortez de chez vous. C'est ce que vous voyez. Donc l'enfant qui, en classe, se permet de proposer à son, je veux dire, à son encadreur, à son surveillant des pots de vin, vous voyez, vous faites un tour chez lui pour voir qui est son parent, qui sont ses parents, d'abord c'est qui le parent, qui sont ses parents et dans quel environnement est-ce que cet enfant a été élevé. Donc c'est en cela que je dis que la responsabilité elle est partagée aussi bien entre les parents que les encadreurs et les gouvernants. Quelque chose à ajouter rapidement? Oui, c'est tellement juste, c'est tellement bien dit. Vous imaginez, aujourd'hui Vitali est lui-même. C'est un cadre de la nation béninoise. Et toujours quand il m'appelle, il dit Fofo.
Le respect de l'aîné. Il y a c'est l'éducation dont il parle ça. Mais on a des jeunes aujourd'hui. Arif! Aïssou! Nous ne sommes pas camarades. Vous comprenez? C'est pour dire, ce qu'il dit là est tellement profond. Moi, depuis que je l'ai connu, alors au fond, même si Vitali fait quelque chose, je dis, moi je l'appelle pour dire, Vitali, arrête, tu vas arrêter. Et il ne demande pas si j'ai raison ou j'ai tort, il arrête d'abord. Mais aujourd'hui, cette forme d'éducation que nous avons reçue a disparu. Et l'enfant est libre de faire ce qu'il veut. L'enfant n'a plus de repères. Parce que même, il voit même le parent même faire de la... Vous voyez un peu. Alors, c'est vraiment l'éducation, la responsabilité est partagée. C'est le parent qui doit être encore réformé ou réformaté. Si le parent est mal éduqué, il ne peut que mal éduquer son enfant. Il y a l'éducateur qui ne comprend pas qu'il a un rôle primordial, important. Il passe plus de temps avec nos enfants que les parents, qui a un rôle important à jouer. Il y a la collectivité locale, nos mairies, qui doivent aujourd'hui prévoir un budget pour la formation de la jeunesse de leur territoire. Il y a l'État central qui doit aujourd'hui prioriser la formation et l'information. Vous m'avez devancé dans ma question, mais je vais revenir sur M. Boton Vitali pour lui demander mais quelles sont les stratégies que le gouvernement peut mettre sur place pour pouvoir regresser un temps soit peu le chômage. Oui, les stratégies, vous savez, les réalités partent d'un pays à un autre. Mais je pense qu'il y a des données qui ne varient pas. D'accord, il y a des données qui, d'un pays à un autre, peuvent être les mêmes. Et je vais parler par exemple de la question d'orientation. D'accord, des apprenants déjà dès le bas âge. Parce que quand le gars se dit chômeur, c'est d'abord lié peut-être à la question, quand il a reçu une formation, bien sûr, quand il a un diplôme, c'est lié à la qualité de la formation. D'accord? Quand vous allez à un entretien d'embauche et que vous n'avez pas réussi à convaincre votre interlocuteur, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de faveur dans ce domaine-là. Alors là, quelle est la formation que vous avez reçue? Est-ce que d'abord la formation est de qualité? Est-ce que vous avez emprunté le domaine qui est censé être le vôtre? Je vous dis, pour ce qui me concerne, j'avais toujours rêvé de devenir juriste, avocat, magistrat. J'étais dans cette logique-là. Quand, à un moment donné de mon cursus scolaire, j'ai été intéressé par les chiffres que mon aînée, ma soeur aînée prononçait, elle était en comptabilité. Et tout le temps qu'elle était à l'étude, je la voyais mettre au tableau et 200 millions, 100 millions, achat de ceci, et compte créditaire, vente de cela, et balance de temps et tout. Donc, quand je la voyais écrire tout ça, je me dis, mais étant encore tout jeune, je me dis, mais donc ma soeur va manipuler autant d'argent. Ah, je vais faire la comptabilité aussi. Et laissez-moi vous dire qu'arrivé au second cycle, je suis allé m'inscrire en comptabilité. Voyez-vous comment est-ce qu'un jeune peut être désorienté? Je suis allé m'inscrire en comptabilité. Et c'est ce que j'ai commencé par faire quand le directeur de mon école, alors que j'étais en première, a convoqué mes parents pour leur dire, mais écoutez, votre enfant là, il est bien en lettres, mais en chiffres il est nul. Qu'est-ce qu'il est venu chercher en comptabilité? Non, il n'a pas sa place ici. Et l'établissement que je faisais, le CPE Credo, c'est une école purement technique. Donc il n'y avait que les séries techniques, la G2, le marketing, la comptabilité, les séries techniques. Donc il a dit, c'est un coup privé, il aurait pu me garder là, puisque lui, ça lui fait de l'affaire. Mais il dit, lui, j'aurais péché contre lui que de le garder ici. Il n'a pas sa place ici. Allez l'inscrire en littérature, c'est là-bas qu'il a sa place. C'est alors qu'on m'a envoyé de là pour m'inscrire en série A2, donc pour faire les lettres dans une autre école. Donc c'est pour dire, il faut pouvoir mettre en place un système où l'enfant, dès le bas âge, réussit à se spécialiser dans un domaine. On a fait
un BPC, je ne sais pas comment. Après, on se retrouve en comptabilité ou on se retrouve en CEP, après, on vient en sciences physiques. En fait. Donc, l'enfant, il a fait le tout, toutes ces domaines-là. Et dès qu'il a le bac, pour se spécialiser, ça lui pose un problème. Donc, je crois que c'est ça la première solution. La deuxième, elle est relative à la qualité de la formation qu'on a. C'est vrai, le CAMES, en collaboration avec une bien d'État, je sais le cas au Bénin, je ne sais pas ce qu'il en est ici en Côte d'Ivoire. Au Bénin, désormais, les diplômes universitaires sont nationalisés. Ce n'est plus comme avant où c'est l'école qui délivre les diplômes. C'est l'école qui délivre pour la licence, délivre. Cette année, nous avons fait la première expérience. Donc, il y a eu des années nationales de licence pour harmoniser les niveaux. C'est-à-dire qu'on soit sûr de ce que l'enfant a reçu effectivement, je veux dire l'étudiant, il a reçu effectivement la formation et la bonne formation. Donc, pour qu'il y ait une harmonie dans ce qui se fait, le CAMES a pu mettre cela en place. Je crois que c'est une bonne initiative. Je ne sais pas si c'est le cas ici en Côte d'Ivoire. C'est ce qui se fait au Bénin. Donc, il y a cette stratégie-là qu'il faudra mettre en place pour aider les enfants. J'insiste pour dire que le véritable problème, c'est-à-dire la plus grande responsabilité, je vous parle. Vous avez beau être un homme d'affaires, vous avez beau être une autorité, vous avez beau être, je ne sais pas, l'homme le plus occupé de cette terre, vous avez besoin d'avoir du temps pour vos enfants. Quand le papa n'est pas en mesure, dès qu'il rentre chez lui, de savoir comment est-ce que son enfant a évolué à l'école, qu'il soit au cours primaire, au cours secondaire ou à l'université, le parent doit être très regardant sur la formation de son enfant. C'est déterminant. C'est déterminant parce que quand l'enfant sait que son papa s'en fiche, enfin que ses parents s'en fichent, et qu'il est livré à lui-même, et que peut-être papa attend la fin de l'année pour avoir le résultat. C'est-à-dire, à la fin de l'année, il est là pour se demander si tu passes la classe supérieure ou pas. Ça ne marche pas comme ça. Les enfants les plus assidus à l'école, les enfants les plus soucieux de leur étude, allez-y voir. C'est parce qu'ils ont des comptes à rendre quotidiennement à la maison. Donc, j'en appelle ici à la responsabilité des parents. C'est très important. C'est vrai qu'il faut sortir pour aller leur chercher le pain, mais dès que vous revenez avec le pain, il faut chercher à voir si l'enfant mérite le pain. Puisque moi, je dis à mon enfant à la maison, je l'ai toujours conscientisé de cette manière-là. Quand il me dit, papa, achète-moi un vélo, papa, j'ai besoin de ceci, je dis, qu'est-ce que toi tu fais pour m'inciter, pour me motiver, moi, d'acheter un vélo? Et je le dis en lui faisant savoir que moi, je ne te demande qu'une seule chose. C'est ton résultat, c'est tes notes de classe. C'est-à-dire c'est ton excellence à l'école. C'est ça qui me motive, moi. Moi, je suis prêt à consentir tout le sacrifice qu'il faut pour subvenir à tes besoins. Mais toi, en retour, tu dois pouvoir donner le apporter le résultat. Apporter le résultat. Donc, les parents doivent être quotidiennement dans ce rôle-là. Sinon, ça fausse tout à la base. Voilà. Alors que dès que la base est faussée, j'insiste, c'est à la maison. Dès qu'elle est faussée à la maison, quel que soit l'effort que fournira l'encadreur à l'école ou les gouvernants, ça n'apportera rien. Et là, il va s'appeler chômeur. Lui-même, il va se donner ce nom-là. Oui, il va se dire chômeur, mais en réalité, il n'en est pas un. D'accord. Alors, parlons de stratégie à mettre. Tout à l'heure, M. Bouton a dit que désormais, les diplômes sont nationaux. Les examens sont nationaux au Bénin. Alors, qu'en est-il ici en Côte d'Ivoire? Vous êtes au Bénin, certes, mais vous avez tellement de notions ici en Côte d'Ivoire. Oui, c'est vrai. Et je pense que la question devait être posée à mon aîné, Madame la ministre de l'Éducation nationale, et que j'appelle affectueusement maman. Mais je pense que ici en Côte d'Ivoire, la politique ivoirienne a toujours laissé la délivrance des diplômes décentralisés, c'est-à-dire au niveau des écoles. Mais l'État a un regard national sur les examens. Les examens se passent, c'est-à-dire ils sont organisés par l'État ivoirien
c'est pas l'État ivoirien, et la délibération se fait aussi par l'État ivoirien, mais quant aux écoles maintenant de remettre les diplômes et autres, je pense que c'est la même politique. À différence près, c'est qu'au Bénin, nous sommes encore à l'étape d'essai. Vous vous rappelez que les Béninois quittaient le Bénin, le Burkina, ici. Donc je ne pense pas que ce soit une expérience que le Bénin a inventée, mais il a dû copier vraiment de la Côte d'Ivoire. Je suis éducateur et enseignant et conseiller de l'éducation nationale, à l'éducation nationale aujourd'hui. Et je voudrais aussi, en parlant de stratégie, dire ceci, comme l'a dit Vitali Botton, écoutez, je le dis toujours à l'école de l'excellence, que nous pouvons être tellement occupés, ça dit même le président de la Côte d'Ivoire. Mais les 5 minutes, j'ai toujours dit, il faut au minimum 5 minutes chercher à voir ton enfant par jour. Tu as mangé. Voilà ce que moi j'ai fait aujourd'hui. Voilà ma journée. Et toi ta journée. Le fait même de demander à l'enfant et ta journée, ça l'amène à te dire des choses dans lesquelles tu peux ressortir même des négatifs. Tu lui dis mais ça c'est pas bien. Et le fait même de ne pas demander même comment il a passé sa journée, pose déjà problème. Parce qu'il y a des parents qui n'arrivent même pas à poser cette question à leur enfant sur un an. Non, et ils sont surpris. Il y a des parents qui sont dans la même maison, Et vous ne les voyez même pas. Vous ne voyez parce que pas. l'enfant dort Quand le parent revient, et peut-être il est reparti avant de mettre la porte de fenêtre. Ou c'est lui qui est en train de dormir pendant que l'enfant va à l'école. Ça pose un problème. Ça pose un problème. Alors il est important que l'Africain arrive à comprendre que la construction de ce continent dépend de nos progénitures. Nous avons raté. Il n'y a rien qui puisse corriger ça. On a raté. Mais on peut maintenant amener nos enfants à corriger ce tas de choses. Il y a autre chose que j'ai l'habitude de dire. Vous savez, monsieur Lissabé, quand je vois l'insecte là par terre, si je décide d'aller tuer l'insecte qui est à terre, je vais le faire. Mais l'enfant qui est encore bébé, qui veut tuer l'insecte qui est à terre, va manifester son désir par des pleurs. Et en Afrique, nous avons tendance à lui mettre en même temps les seins. Le fait que l'enfant commence à téter, l'enfant a le temps d'oublier ou d'oublier ce qu'il voulait faire. Il ne va plus réfléchir, il ne va plus prolonger sa réflexion. Du coup, ce sont des comportements qui abrutissent l'Africain. Du coup, nous ne concevons rien. Nous concevons que ce que les autres réfléchissent et conçoivent. C'est là, depuis là-bas, qu'il faut régler le problème, depuis la base. Quelle éducation donner juste à la naissance aujourd'hui des Africains? Voilà pourquoi le programme L'école de l'excellence, qui prend en compte les 3 acteurs de l'éducation d'un être humain, qui est d'abord le parent, l'enseignant et l'enfant. Voilà pourquoi dans ce programme, j'ai édité des livres que nous appelons le rôle de l'enfant dans sa réussite, le rôle du parent dans la réussite de son enfant et le rôle de l'enseignant dans la réussite de l'enfant. Si les 3 acteurs arrivent à jouer leur partition, vous allez voir que nous allons construire l'Afrique en moins de 20 ans. C'est-à-dire la génération montante, la génération qui est en train de venir va prendre une autre conscience et nous allons réussir à construire l'Afrique. Le problème qui se pose à nous, c'est la politique. La politique n'arrive pas à le faire parce que nous dépendons encore du colon. Nous ne sommes pas encore indépendants, nous sommes encore des esclaves. Et là, moi je le dis partout, je passe, je vais le dire. Nous sommes encore esclaves. Alors la politique ne veut pas que l'Africain réfléchisse comme eux ils réfléchissent. Parce que la politique n'est pas notre politique. Nous avons copié nos constitutions. Nous avons tout copié de nos colons. C'est dommage. Or, nous n'avons pas les mêmes réalités. Aujourd'hui, nous sommes obligés de prendre des dispositions afin de corriger des injustices que nous créons nous-mêmes à la justice, au niveau de l'éducation, au niveau de l'agriculture. C'est-à-dire qu'il y a même des choses que nous utilisons à notre sol qui ne sont pas adéquats à notre sol en Afrique. Or, nous avons la plus belle richesse au monde. L'Afrique, c'est le continent le continent le plus riche. Le continent sur lequel, quand vous mettez une pioche à terre,
Au lieu que ça ne finisse, ça se multiplie. Dieu nous a bénis. Mais il nous faut juste étendre notre réflexion. Nous, on nous a abrutis. Il va falloir que nous apprenions à nos parents, à nos enseignants, à nos devanciers, à nos gouvernants, à ne plus abrutir la génération qui est en train de venir. Et vous allez voir que nous pourrons construire, nous pourrons devenir des constructeurs d'avions, des constructeurs de voitures, et les caméras que nous utilisons, bien sûr, nous pouvons les fabriquer nous-mêmes. Et ainsi de suite. Merci. Merci beaucoup. Tout à l'heure, le docteur a abordé un problème qui m'amène à vous poser une question. Par rapport à ce qu'il a dit, l'enfant qui commence par pleurer, très souvent, la maman le prend et lui donne à téter. Est-ce que cela ne veut pas dire qu'en Afrique, on est tellement maternel? L'Africain est maternel, n'est-ce pas? Oui, ça peut s'expliquer de diverses manières. C'est vrai. Vous savez, moi j'ai connu, je suis allé dans des pays, je ne veux pas frustrer les gens ici sur ce plateau. Je suis dans des pays où j'ai vu des enfants pleurer, leur maman refusait de les allaiter au motif de ce que leur sein risque de tomber. Par contre, en tout cas, pour ce que je sais de mon pays, c'est qu'au Bénin, dès que l'enfant tousse, le premier réflexe, c'est de l'allaiter. Et il n'a pas tout faux. Le docteur Rissou n'a pas tout faux en disant que cette manière de faire abrutit l'enfant. Ce n'est pas complètement faux. Il n'a pas tout faux quand il dit qu'il détourne en prenant l'enfant, vous détournez son regard. Son objectif. Alors, et moi je pense même, tout ce que j'ai réalisé quand il était, ça peut être même vu comme une forme de corruption. C'est ça. Oui, parce que l'enfant qui va vers la direction A et que vous détournez son regard et pour vous le contentez de votre jus de sein, c'est une forme de corruption. Ce n'est pas en réalité pour cela, pour ce besoin que l'enfant pleurait. C'est-à-dire, il fallait juste programmer les ailes de manger de ton enfant. Dès que tu es sûr que l'enfant est rassasié, le reste, laisse-le réfléchir à l'atteinte de ses objectifs. Vous allez voir qu'il sera hyper intelligent. Parce que dès que l'enfant est né, vous allez voir, tout est encore frais. La vision est encore très pointue. La réflexion est encore très élastique. Et ça s'abrutit, c'est-à-dire ça se ramourit de jour en jour. Or, dès que vous mettez quelque chose par terre, il a envie de toucher à cette chose. Et vous ne le détournez pas. Il va réfléchir. Les enfants réfléchissent mieux que nous, les grandes personnes. Seulement parce qu'eux ne peuvent pas s'exprimer, parce qu'ils n'ont pas encore eu la connaissance de ce qu'on appelle la langue, le langage. Et moi, de parler. Je dis, commençons d'abord en Afrique à éviter cela. J'ai fait plusieurs pays, l'Europe, l'Asie. Je vois que chez eux, moi je suis allé jusqu'à étudier la pourquoi en Afrique on n'arrive pas à construire, à créer, et les autres doivent nous créer et nous consommons. C'est ce que j'ai compris. En Europe, tu ne verras jamais l'enfant pleurer et la Française va se lever pour aller têter l'enfant. Il a les heures de manger depuis son bas âge. Il est 8 heures, il allait son enfant. À 11 heures, elle allait son enfant. À 14 heures, elle allait son enfant. À 16 heures, elle allait son enfant. À 20 heures, elle allait son enfant. C'est fait un petit matin. Au début, l'enfant pleure. Mais vous allez voir une semaine après, 2 semaines après, l'enfant s'habitue à ça. Du coup, quand l'enfant commence à pleurer, vous constatez qu'autour de l'enfant, qu'il y a quelque chose qui l'attire. Vous le laissez, vous allez voir que l'enfant va vouloir des réflexes, va plus réfléchir, va penser à comment toucher à sa cible, à ce qui l'intéresse, à son objectif. Et du coup, dès qu'il commence à grandir, il ne sera plus aidé. Moi, je dis quelque chose. Je ne sais pas si M. Vitali Botton ira dans le même sens que moi. Dès qu'il y a la conception, c'est-à-dire notre papa et notre maman se sont mis ensemble pour que nous venions au monde, nous étions des héros. Nous étions des héros parce qu'il y a plus de 3 800 000 spermatozoïdes que le papa a libéré ce jour-là. Mais sur les 3 800 000 hommes libérés, il y a un seul qui est M. Vitali Botton, qui est moi, Dr. Issou, qui est vous, Ifragé Constant, qui a vu gagner le combat sur les autres. Alors, imaginez, tu as fait un combat avec 3 millions de personnes, tu as été l'euro.
tu es resté seul. Le reste est sorti, est parti, tu es resté seul dans le monde de ta mère. Et là encore, personne ne t'a nourri. Tu as appris à te nourrir seul. Parce qu'en ce moment, quand tu es venu dans le ventre, qui tu avais vu, qui t'a dit voilà comment tu dois manger quand tu as même âge. Voilà comment tu dois boire quand tu as même boire. Personne. Mais tu as appris à te nourrir, tu as appris, comment on appelle, à boire. Mais tu as fait tout ça seul pendant 9 mois. Le jour de ton accouchement, dès que tu as ouvert les yeux, tu as eu, comment on appelle, la douleur dans les yeux. En même temps, et tu as commencé à prendre ta tête pour pouvoir sortir parce que tu vois que le milieu n'est plus adéquat pour toi. Qui est sorti. Mais si on ne t'a pas aidé pendant pratiquement, je vais dire 9 mois. Parce que 9 mois. Pourquoi vous voulez l'aider quand il est sorti? Laissez-le. De la façon dont il a réfléchi dans le ventre pour pouvoir se nourrir et boire. Laissez-le continuer comme ça. C'est ce qui est à la base de la destruction d'abord de notre continent. Je recommande aujourd'hui, sur vos antennes, à tous nos mères, nos pères, de commencer à mettre en application ce que je viens de dire. Vous allez voir qu'il y a un changement d'Afrique. Nous allons mieux réfléchir, nous allons construire, nous allons travailler. Nous n'allons plus être préoccupés par des choses inutiles. Merci. Merci beaucoup. C'est un appel lancé à tous les Africains pour pouvoir changer un peu la mentalité des Africains. On nous empêche de réfléchir, on nous empêche d'atteindre nos objectifs parce qu'en Afrique on est trop maternel, on est trop paternel aussi. Nous allons clore notre numéro de Parlons Emploi de ce jour, mais avant, nous allons soumettre nos chers invités à un test. Et cela, ça sera juste après ça. Je suis Vitali Boton, présentateur télé au Bénin, mais quand je veux suivre les informations internationales, je suis la FEA TV, faites de même. Donc tu ne connais pas FEA TV. Si tu ne connais pas, c'est que tu es un gars. FEA TV, c'est bien sûr le numéro 1 de l'employabilité en Afrique. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur notre plateau avec nos chers invités, les cadres, un journaliste émérite et puis et un docteur qui a plein de savoir. Avec ses savoirs, il nous a instruit ce soir, bien évidemment avec notre journaliste. Donc c'est l'instant test. Ils vont choisir un papier, ils vont me le remettre, je vais lire la question et puis directement ils vont regarder droit dans les caméras pour répondre. Alors qui va commencer? Monsieur Vitali, le docteur Issou. Non, on va faire le jeune frère. J'espère que vous allez me poser des questions. Bon, c'est les questions que vous devez répondre directement, sans tourner autour du pot. Alors, moi je sais poser les questions mais je ne sais pas répondre. Je dois poser les questions. Ok, d'accord. Alors votre question est celle-ci, ce que vous avez fait. Quelle est votre plus grosse erreur au cours de votre vie? Ma plus grosse erreur. Oui. Je ne sais pas s'il faut le dire ici. Il faut le dire parce que les informations sont à l'écoute. Si je le dis ici, Oui. permettez-moi de m'en parler. Je risque de faire des gaffes. Ah, mais si vous le dites, docteur aussi va. Non, non, peut dire la même chose. Cette question, si vous voulez que je sois sincère, je préfère ne pas répondre. Parce que si je dois être sincère, si je dois dire vraiment ce qui constitue mon erreur de vie, aujourd'hui, je fais beaucoup de dégâts. Vous savez, ces images iront très loin. Très loin. D'accord, d'accord. Posez-moi toutes les questions, je nous comprenons, Mais je suis sûr que le docteur va répondre si c'est la même question. Merci, Donny. Ah, d'accord, c'est vous qui ouvrez. Oui. Alors, vous, c'est faites un vœu, tout simplement. Faites un vœu. Mon vœu, d'abord, c'est que mon pays arrive un jour à retrouver son meilleur dirigeant. Merci. Deuxième question. Oui, là, c'est tellement que je vais répondre. Nous l'espérons bien. Alors, quel est votre projet à court terme? Oh, mon projet à court terme, j'en ai parlé avec le docteur Issou. Je crois qu'on a poursuivi les réflexions pour voir, parce que l'individualisme, chez nous, c'est ce qui est le plus prôné. Mais moi, je pense que ce n'est pas bien. Vous voyez, quand vous prenez un pays comme le Bénin, par exemple,
nous sommes peut-être à 10 millions d'habitants, à 80%, avec 80% d'analphabètes. Mais imaginez, nous avons plus de 200 journaux écrits, donc en français. Donc 80% de la population n'est pas capable de lire ce qui est écrit, mais tous les jours que Dieu fait, il y a un nouveau journal qui naît. C'est vrai que je suis responsable d'un organe de presse que je dirige comme je peux, mais j'ai envie de mettre sur place une plateforme purement numérique. Parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec les réseaux sociaux, tout ce que ça fait, Twitter, WhatsApp et tout, les jeunes qui sont un grand nombre, enfin je veux dire, qui constituent le plus grand nombre de consommateurs, n'ont plus le temps d'être à la télé tout le temps. Ils n'ont plus le temps d'aller acheter un journal en version papier pour le lire et tout. Mais ils sont accrochés à leur téléphone. Ils ont Internet, ils sont sur WhatsApp, ils sont sur Twitter, ils sont sur Facebook. J'ai commencé petitement, mais mon projet à court terme, c'est de pouvoir mettre sur pied une plateforme qui relie tout ça. D'accord? Qui donne l'information en temps réel. C'est-à-dire, nous sommes en train de faire ce tournage tout de suite. C'est que dès qu'on a fini l'émission, il faudrait que dans les 5, 10, 15 minutes après, que tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est pas la population ivoirienne, oui, que le monde entier soit déjà à même de pouvoir visualiser ce qui vient d'être fait ici. Vous voyez. Donc, je disais que j'ai commencé par faire la réflexion de Dr. Arissou, puisque ce qui se fait ici à la CIDESA rejoint pratiquement cette vision que j'ai commencé par lui dire, est-ce qu'il ne faut pas qu'on se mette ensemble pour mettre en place quelque chose de bien, sinon pour perfectionner ce qui est déjà mis en place, plutôt que d'évoluer de façon individuelle, alors que tout le matin on s'appelle petit frère et grand frère. Merci, Dr. Arissou. Alors, la deuxième question pour Dr. Arissou. Quel est votre grand défaut? Bon, vous voulez que je sois sincère avec vous? Oui, soyez sincère. C'est la femme. D'accord. Alors, la dernière question, je vous dis, la question, c'est bien ça. Ah, d'accord, c'est vous qui. Je vais demander si c'est pas votre défaut. Alors, ce que vous avez tiré, celle-ci, dites une bêtise. Une bêtise. Une bêtise. Dites une bêtise. Une bêtise. Oui. Mais vous m'embêtez. Vous m'embêtez avec vos questions. C'est vraiment une bêtise. Alors, la dernière question, c'est le docteur qui la pioche. Et la question est celle-ci. Quelle est la plus grande satisfaction de votre vie, docteur Arissou? Vraiment, la plus grande satisfaction de ma vie, c'est le jour que j'ai réussi à signer ma première convention avec l'État ivoirien dans le cadre de la lutte contre le chômage. Et en plus de ça, quand ma publication a été acceptée, et bien sûr par le CAMES, où je disais la problématique de l'emploi est une fausse alerte pour l'Afrique. C'était la plus grande façon. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Alors, un mot de fin? Mon mot de fin, c'est d'abord de vous remercier pour avoir accepté, pour avoir l'initiative de m'inviter sur votre plateau. J'aurais pu, c'est vrai que je suis venu ici, mon objectif de passer incognito, mais vous avez quand même donné un caractère, je veux dire, officiel à mon passage ici. Ça m'a, je vous en suis reconnaissant. Par ailleurs, je tiens à remercier Dr. Arissou. Je voudrais le féliciter pour je veux dire, son esprit d'entreprise. Et ce que j'ai vu ici aujourd'hui m'impressionne. Je le connais dès le bas âge, il m'a vu grandir, il a dit au cours de l'émission, donc c'est quelqu'un que je connaissais très bien. C'est pour ça que tout à l'heure je le disais, je ne suis pas surpris par ce que j'ai vu, mais j'en suis émerveillé. D'accord? Je ne suis pas surpris en ce sens que je le connaissais très combatif, je sais qu'il est ingénieux, il est créatif, donc le voir parvenir à ce niveau d'entreprise, ça ne me surprend pas, mais j'en suis émerveillé, je dis qu'il fait une fierté de notre pays, en Côte d'Ivoire, et je voudrais qu'il ait une pensée
pour son pays. Je veux voir le groupe SA s'implanter dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir au Bénin. Je vous salue, je félicite toute l'équipe. J'ai vu que c'est une équipe vraiment, alors là, carrément de jeunes. C'est impressionnant. Je vous en félicite. Merci beaucoup, Dr Issou. Votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est d'abord dire merci à mon jeune frère qui a accepté, malgré qu'il se cachait, passer cette émission par l'emploi. Et aussi, j'ai un mot de fin à l'endroit du président de la République du Bénin, le président Patrice Athanase Talon, un doyen. Je dis un doyen en entrepreneuriat, c'est une icône pour moi, un exemple que je respecte beaucoup. Je tiens à lui dire de revoir, je vais dire, c'est un conseil, le sens de l'écoute d'abord de son entourage, le sens d'écoute de son peuple. Parce qu'aujourd'hui, nous l'avions tous soutenus. Et la plupart d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, nous nous sentons un peu lésés et déçus. Mais nous ne sommes pas encore découragés de lui. Nous pensons qu'il peut encore. C'est vrai, il fait beaucoup de choses. Et nous ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Pour reconstruire, il est difficile. Et c'est pour détruire que c'est aussi facile. Il fait déjà beaucoup de choses. Mais le Béninois d'aujourd'hui a besoin de vivre. Il faut qu'on vive. On a tellement serré les ceintures. Maintenant, il n'y a plus de place, comme l'a dit Vitali dans un écrit. Il n'y a plus de place, de trou pour nos ceintures. Donc je lui demande, parce qu'il est le père de la nation, d'avoir un regard sur son peuple. Je voudrais profiter par là pour lui dire, par vos antennes, que plusieurs fois, comme l'a demandé le jeune frère, nous avons tenté de venir nous installer. Nous sommes parmi ceux qui payent le plus d'impôts en Côte d'Ivoire. Je pense que les quelques 800 millions, ce n'est pas beaucoup, que nous payons ailleurs. Si nous revenons chez nous pour les payer dans la caisse de l'État béninois, ça va apporter un de plus à notre pays. Alors, je lui demande de demander à ses autorités, à ses ministres, et quand on envoie des dossiers, des demandes, des courriers, qu'on nous réponde. Vitali a raison de dire que nous ne sommes pas chez nous. Il a demandé à ce que nous venons les jours, les semaines, les mois à venir. Je vais lui dire bien, oui Vitali, vraiment le mois prochain tu verras la CDSA au Bénin. Mais j'ai peur parce que nous avons plusieurs fois écrit à nos gouverneurs, ils n'ont jamais répondu. Tandis que nous avons écrit au Sénégal, on nous répond. Au Burkina, on nous répond. En Côte d'Ivoire, on nous a accueillis. Il va falloir qu'on fasse une politique qui va inciter les jeunes entrepreneurs qui sont à l'extérieur, fassent inciter le retour au Bécaye. Nous avons envie de revenir chez nous. J'ai ma mère au Bénin, j'ai mon père au Bénin, j'ai des parents là-bas. Nous avons envie de retourner dans notre pays, servir notre pays, servir notre peuple. Mais nous n'avons pas la facilité que nous avons à l'extérieur. Je compte sur le président de la République, Patrice Talon. Je voudrais profiter par là pour remercier aussi le président Alassane Ouattara qui m'a accueilli et qui m'a accompagné. Je remercie toutes les autorités de la Côte d'Ivoire et qui m'ont accepté dans le pays. Je remercie toute la population de la Côte d'Ivoire qui ont accepté de me faire confiance. Merci. Merci beaucoup. La résolution du problème de chômage, une priorité pour les gouvernants africains, a été le thème autour duquel nous avons échangé ce soir. Et j'espère bien que cela vous a vraiment profité. Jean Kwasi était derrière la caméra, Nguessan Alia également était dans l'équipe technique, Constant de service c'était moi. J'étais avec Monsieur Boton Vitali, journaliste béninois, et Dr Issou, économiste, spécialiste en économie et en développement. Merci beaucoup, au prochain numéro.